directrice de l'institution ici. Je remarque que vous visitez assez souvent M. Bouchard. Madame. On pourra se poser des questions. Madame. Quoi, madame? Allez vous faire foutre. Cette jeune femme est venue ici pour vous visiter et je le sais. Elle est insupportable. Je le sais. Bonjour Denis Arcand. Bonjour, Patrick. Je dirais le maître du cinéma québécois. Mais là, les mots ont un sens. Oui, maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Oui, non, mais quand même, des films incroyables qui ont marqué l'histoire du cinéma, au-delà évidemment du Québec, les invasions barbares, le déclin de l'Empire américain, Testament récemment. C'est quelque chose qui parle des racines, qui parle de ce Québec, qui parle de cette culture, de cette Amérique autour. Oui, ben forcément. Je parle de ce que je connais, du monde qui m'entoure. Il se trouve que j'habite l'Amérique du Nord, à côté du monstre américain. Des fois, pendant l'hiver, j'habite le ventre du monstre. Oui. Alors, je suis familier avec ça. Né en 1941 à l'hôpital du Saint-Sacrement. Oui. J'en connais les choses, hein. Vous en faites le risque. Mais rien que ça me... Je dis quand même, Denis Arcand est né à l'hôpital du Saint-Sacrement. C'était déjà un bon début. Oui, c'est ça. Bon, Hein? de toute façon, au Québec, à cette époque-là, tout avait un nom de saint. Et ça avait un rapport avec la religion, avec Dieu, avec ça. Alors, tous les hôpitaux avaient un nom. L'Enfant Jésus, la Miséricorde, Saint-Sacrement. Et donc, ma mère est venue de la campagne accoucher à l'hôpital du Saint-Sacrement, parce qu'à l'époque, à la campagne, les femmes de paysans accouchaient dans la maison chez eux. Mon père était un pilote, donc c'était un marin qui avait un bon salaire. Donc, les femmes de marin... Marin sur le Saint-Laurent. Sur le Saint-Laurent, Oui. oui. Ben, d'abord, il était marin au long cours. Il a passé 15 ans dans le Pacifique Sud, dans un univers qui était celui de Joseph Conrad. Oui. Voyez? Et après, il était pilote sur le Saint-Laurent. Et la maman elle-même était fille De pilote, oui, mais c'est parce que c'était une franc-maçonnerie, les pilotes du Saint-Laurent. Ah oui. Ça datait du 18e siècle. C'est les gens qui savaient comment faire remonter les bateaux du golfe Saint-Laurent jusqu'à Montréal, ce qui est très compliqué parce que le fleuve se rétrécit, il y a des très gros amoncellements de pierres, il y a des courants, et des choses, il faut savoir ça très bien. Et donc, c'était une science qui, au début, était entièrement artisanale, c'est-à-dire c'était donné de père en fils, de cousins, etc. Et tout ça. Donc, c'était comme une sorte de franc-maçonnerie. Oui, oui. Après, maintenant, c'est beaucoup plus technique. Oui, mais alors Ça, grandi là-dedans. Alors, la 41, c'est la guerre. C'est un contexte. Denis Arcand arrive, le monde... Oui, mais c'est particulier parce que mon père, c'était une période très heureuse pour lui parce que les pilotes du Saint-Laurent n'étaient pas conscrits. Donc, mes cousins plus jeunes qui n'étaient pas encore pilotes, eux, ils se sont tapés les sous-marins allemands dans l'Atlantique Nord. Et j'ai 2 cousins qui ont été coulés. Mais ils ne sont pas morts. Je veux dire, il y en a un qui a vécu dans un canot de sauvetage pendant une semaine et l'autre, il était récupéré, mais à la nage. Alors, c'était des histoires ça, qu'on racontait dans la famille. Et mon grand-père avait été porter des chevaux en Afrique du Sud à la guerre des Boers, des chevaux vivants. C'est des histoires, comme je vous dis, c'est Joseph Conrad. Ah oui, c'est des histoires incroyables. Et alors, grandi dans un environnement d'opéra, la Oui. musique à la maison. Oui. Ça, c'est Oui. le début de l'éveil artistique, ça. Oui, absolument, c'est ça, parce que à cette époque-là, il y avait une culture de la musique dans les couvents religieux. Alors, ma mère, elle jouait du Bach, du Mozart, du Chopin, des choses comme ça, et ses amis aussi faisaient ça. Donc, à la maison, c'est la musique qu'on écoutait, etc. Et mon père a eu la chance, très jeune, à l'école, d'être ami avec un monsieur qui s'appelait Raoul Jobin, qui est devenu ténor à l'Opéra de Paris et qui a chanté à l'Opéra de Paris de 35 à 40, et après ça, il était là chanté au Metropolitan Opera à New York. Et donc, il parlait de son ami Raoul. Oui. Et donc, Il venait à la maison? Oui, Il venait chanter? Ouais, il venait pas chanter à la maison, mais il chantait des fois dans la salle de bain. Oui, c'est tout à fait étonnant d'avoir une petite maison avec un ténor qui chante à la salle de bain. Mais mes parents étaient très fiers quand ils sont venus à Paris, ils sont allés à l'opéra entendre l'ami de mon père qui chantait, etc. Oui. Donc, j'ai été élevé dans un climat proche de la musique classique. Ouais. Oui, mais on va parler de tout ça, Denis, mais je pense au dialogue incroyable du déclin de l'Empire américain. Ça s'appelait comment au départ? Ça avait un nom? Ça s'appelait Conversation scabreuse. C'est ça. Mais c'est parce que le producteur, qui était Roger Frappier, m'avait dit à l'époque, écoute, je pourrais faire un long métrage avec ce que tu écrirais, mais il faudrait que ce soit le film le plus économique
auquel tu puisses penser. Un film qui coûte rien. Et juste à ce moment-là, j'avais vu le merveilleux film de Louis Malle, My Dinner with André. Mon dîner avec André, qui est une conversation avec deux types pendant 1h30. C'est tout. Il y avait juste ça. Ça, j'ai dit, ça, c'est le modèle le plus absolu du film économique. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, mais pour pas que ce soit ennuyeux. Qu'est-ce qui n'est pas ennuyeux? C'est si vous êtes au restaurant et qu'à côté de vous, les gens parlent de leur vie sexuelle. Ça, vous interrompez la conversation pour écouter. C'est fatal. Et donc, je me suis dit, je vais faire un groupe de gens qui parlent tous de leur vie sexuelle, hommes, femmes, etc. Puis, tout le monde va écouter. Et donc, j'avais écrit cette première version-là. Et je ne sais pas pour ma chance ou pour ma malchance, le producteur a trouvé ça tellement bon, il a dit, ah non, il faut faire plus que ça. On va aller chercher un autre producteur, on va faire ça, puis tu vas développer cette chose-là, parce qu'on sent que c'est prometteur et tout ça. Et voilà, le film est né de là. On va se regarder un tout petit bout. C'est une bande de comédiens qui ont marqué l'histoire. On va les retrouver après dans l'univers de Denis, évidemment. Regardez ces images. Les heures d'enfer que j'ai passées sur des pistes de danse, juste pour faire plaisir à des femmes. Le pire, Rémi, le pire, c'est les conversations. Le chômage chez les jeunes, quel angoisse. Qu'est-ce que tu penses du nouveau désordre amoureux? Sylvie, Nathalie, Julie, Sophie. Non, mais tu sais, il faut vraiment avoir envie de se mettre. Avant d'en arriver à ce chef-d'œuvre qu'est le déclin de l'Empire américain, Denis, tu vas découvrir le cinéma par le documentaire, par l'Office national du film, et une expérimentation comme ça, et aussi tracer les traits du Québec, montrer ce qu'est le Québec. Oui, il faut savoir qu'au Canada, quand moi j'étais jeune, le seul endroit où on pouvait faire des films, vraiment, c'était à cet endroit-là qui s'appelait l'Office national du film du Canada, qui était entièrement voué au documentaire. Et je suis entré là presque un peu par hasard, en allant essayer de me trouver un emploi d'été comme étudiant. Et comme j'avais étudié l'histoire, le producteur m'a demandé ce que j'avais étudié, l'histoire, il a dit, justement, on a un programme qui débute de films sur l'histoire du Canada. Est-ce que vous voulez essayer d'écrire un scénario, etc. Et puis ça s'est développé. À la longue, c'est moi qui ai fini par réaliser les films que j'écrivais. Et donc, j'ai fait 3 films sur les débuts de l'histoire du Canada, qui m'ont causé beaucoup d'ennuis, parce qu'à chaque fois, ils voulaient censurer ce que je disais, tout le temps. Mais c'est fatal, ça me suit. C'est comme une sorte de malédiction. Je dis quelque chose et les autorités sont horrifiées. Mais tu ne cherches pourtant pas... Je ne cherche pas du tout ça. Tu n'es pas un cinéaste politique, au fond. Pas du tout. Je vous donne un exemple. Un des premiers explorateurs français qui a découvert le Saint-Laurent jusqu'au rapide de la Chine et le début de l'Ontario, c'est Samuel de Champlain. Un personnage un peu étrange. On ne sait pas exactement où il est né. C'était probablement un Huguenot qui s'est converti parce que c'était la vague catholique, si vous voulez, après Henri IV se développait. Paris vaut bien une messe. Donc, probablement que c'était ça. Et dans sa vie, parce que j'ai étudié sa vie, tout, etc., il y avait un petit truc que je trouvais bizarre. Il avait épousé une fille de 13 ans. Alors, les gens disent, oui, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Non, ça se faisait pas du tout beaucoup. Ça se faisait chez les rois pour assurer l'union entre l'Espagne et la France. Donc, le roi épousait l'infante d'Espagne. Mais chez les gens, particulièrement les gens du nord de la France, les mariages étaient plutôt tardifs. Les filles se mariaient à 25 ou 26 ans parce que, c'était la seule façon de limiter les naissances, pour ne pas vous réveiller avec 30 enfants. Si vous commencez tard, vous avez limité votre famille un peu. Lui, il avait épousé une fille de 13 ans. Bon, ça se peut. Et après, dans un moment bizarre, les Indiens des Hurons qui habitaient près de Québec lui ont donné 3 jeunes filles de 13, 14 ans, qu'il a appelées Foi, Espérance et Charité. Et il les a gardées avec lui et il les a amenées en France. Alors moi, je dis, peut-être était-il pédophile. Là, l'explosion. C'est vrai. Les autorités sont hors d'eux-mêmes. Je dis juste, quelqu'un qui épouse une fille de 13 ans et qui après en adopte 3 du même âge,
permettez-moi et ça, on de t'a dire... reproché de... Ah, ça, c'est devenu... Non, ça, tu enlèves ça, il n'est pas question de montrer C'est ça dingue. jamais, etc. Pourtant, c'est une question valide en histoire de dire, voilà, regardez, j'ai ici des indices qui me disent que, peut-être... Bon, voilà. Et ça, ça me suivait tout le temps, ce genre d'histoire. Ouais, c'est fou. Hein. Alors, les premiers films de fiction, il y a Gina, il y a des films... Et là, tu découvres vraiment le cinéma avec des acteurs et tu inventes ton univers. Oui, mais ça a été une progression normale. J'ai fait 2 très longs documentaires, dont un qui a été très important pour moi, que j'ai appelé « On est au coton », qui était sur la condition ouvrière dans les usines de textile. Et donc, c'était très important pour moi. Et ce film a été censuré. Il n'est pas sorti. Le gouvernement a mis un couvercle sur la marmite et le film n'a été permis que beaucoup plus tard. Et donc, j'avais envie de raconter ça. Et ça, la fiction donne plus de liberté que le documentaire, dans une certaine mesure. Et donc, j'ai inventé cette histoire-là de Gina, parce qu'on a passé un hiver ou 2 le groupe de cinéastes, dans des hôtels un peu miteux de campagne, où il y avait des stripteaseuses. Il y avait une stripteaseuse par hôtel. Puis ils faisaient la ronde comme ça. Ils étaient 1 semaine dans un hôtel, dans des petites villes, etc. Et souvent, on était les amis de ces filles-là, parce qu'on était les seuls clients. Donc, on jouait au billard avec elles, etc. et tout. Et c'est une vie difficile, une vie dure, compliquée, etc. Et j'ai eu envie de raconter ça. Et ça, on ne peut raconter ça qu'avec de la fiction. À un moment donné, je me suis rendu compte de la limite du documentaire. Le documentaire, c'est extraordinaire pour dire plein de choses, puis d'avoir une sorte de vérité de l'image qui est inattaquable. Mais il y a tout un domaine de l'intime dont on ne peut pas parler, sauf avec des comédiens, sauf en fiction. Et donc, c'est ce glissement-là qu'à un moment donné, j'ai opéré. Oui, les invasions barbares. Oui. Ça, c'est une aventure dingue. Rémi Girard, qui est un comédien, on l'embrasse. Hein. Il était là au festival il y a pas longtemps, extraordinaire. C'est un film qui va changer beaucoup de choses, qui va bouleverser le monde entier. Oui, c'est mon plus gros succès, si vous voulez. C'est un film qui a fait le tour du monde. Il y a même eu une petite exposition à Québec au musée où ils avaient mis tous les prix que ce film a gagnés. Et c'était comme une voie de chemin de fer. Ils avaient une petite table mince qui était comme ça et qui faisait 60 mètres. Et il y avait le prix de tous les pays du monde. Je veux dire, mais tous. La Thaïlande, la Corée, etc. et tout. Donc, ça m'a rendu très fier. Évidemment, j'étais très content. Mais ça a été reçu partout. C'est comme un film que tout le monde comprend. C'est la mort, c'est les enfants, c'est l'amitié. C'est bon. Ça a été... C'était une belle aventure. Ouais, on regarde quelques images. I am from Bulgaria. Choix. Je suis toujours restée insatisfaite. Je te présente mon fils, Sébastien. C'est pour des histoires comme ça que t'as détruit ta famille. T'es vraiment pas équipé pour faire jouir personne. Tu fais vraiment tout ce qu'elle veut, hein? Ben, c'est comme ça que Nicole Kidman a divorcé Tom Cruise. C'est parce que ses seins sont plus gros que son cerveau. Ils sont touchants pour des analphabètes. Ils auraient pu apprendre aussi bien que nous, mais personne ne leur a enseigné. Il n'y avait pas d'autre chambre disponible. Il paraît que je suis chanceux de pas être dans le corridor. Incroyable que ces invasions barbares, Denis. Et le cinéma qui continue. Testament, toujours avec Rémi, absolument incroyable. Et toujours ce regard comme ça, serré sur l'époque, sur le monde qui t'entoure. Ah mon Dieu, c'est mon regard. Je sais pas qui m'appartient. Je sais pas ce qu'il a de particulier, mais c'est le mien. Alors bon, je fais avec. Et puis voilà. Ouais, influencé par les grands cinéastes italiens, grands cinéastes. Ah, par tout le monde, oui, c'est sûr. Mais ça, c'est la formation de base. Tu sais, il y a cette histoire que il y a un acteur américain qui a dit que pour maîtriser n'importe quelle chose, il faut avoir fait 10 000 heures. 10,000 hours. Bon, c'est ça. Moi, j'ai fait 10 000 heures au cinéma, donc j'ai fait mes 10 000 heures de Kurosawa, de Kobayashi, de Fellini, tout ça. Il faut avoir acquis ça. On peut pas faire du cinéma sans ça. Oui. Bon, ça, je l'ai fait, là. C'est vrai que chaque fois que tu regardes autour de toi, tu dis, tiens, ça... Tu regardes les choses en te disant, est-ce que ça pourrait me donner une idée de film? Ça, toujours. Mais ça, c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction, ça. C'est la malédiction du cinéaste. Et chaque fois qu'on voit quelque chose, donc, une femme qui pleure, ça a l'air de ça. OK, on la filmerait comment? Ça, au lieu d'avoir l'émotion de partager son émotion parce qu'elle pleure, je me demande comment je la filmerais. C'est fou, là. C'est une espèce de... Et donc, c'est passé sa vie à faire ça, à cadrer.
Oui, mais pourquoi la vie, c'est une sorte de film. Il y a le film et le cinéma est partout. Ben forcément, c'est ça. Mais ça, c'est ce qui s'appelle la déformation professionnelle. Si, vous le savez, si vous parlez à un policier, je ne sais pas si vous avez déjà cette expression-là, le policier, même s'il vous aime, il se demande toujours si vous n'avez pas enfreint la loi, ou en tout cas quelque chose comme ça. Un médecin se demande si vous êtes en bonne santé. L'avocat se demande s'il n'y a pas un litige possible. Bon, alors le cinéaste, lui, il se dit... Ouais, moi, je ne mettrais pas l'éclairage là, je le mettrais là, ou je sais pas quoi. On peut rire du tragique du monde. Et on doit rire parfois du ridicule du monde, du ridicule des situations. Ben, c'est Molière, mon cher monsieur. Ouais. Ça va de soi. C'est-à-dire, on ne peut pas rire de tout. Il y a des choses qui dépassent le rire. Et ça, moi, il y a des choses que, par exemple, souvenez-vous, La vie est belle, La Vita è bella, le film italien que tout le monde adorait. Moi, j'ai détesté ça. Je me dis, ça, on ne rit pas de ça. La Shoah, les camps, je m'excuse, je décroche, je ne ris pas. Mais de beaucoup d'autres choses, oui, ça, on peut rire tant qu'on veut. Ouais. Et on va continuer de rire avec Denis Arcand. J'espère. Toujours un projet sur le fil. Hein. Oui. Le cinéma, c'est la vie. Ouais. Denis Arcand. Merci Denis. Bienvenue. Et on attend la suite. Hein. Bienvenue, on verra. On verra. Après la chute, le testament. Qu'est-ce qui va rester? Je ne sais pas. Il ne reste plus rien. On verra bien. Denis Arcand. Merci beaucoup Denis. Merci. Plaisir.